8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, évidemment, c'est la grève. Et ça pourrait continuer. La Croix, les cheminots sur la défensive. Le Parisien, grève à la SNCF. Le pire est-il à venir? Et oui, la suite mi-mai au premier jour de l'euro. Mais la presse s'intéresse surtout, on pourrait dire enfin, à ce fameux traité de libre-échange. Libération, TAFTA, le traité de tous les noms. NON, bien sûr. Les Échos, négociations transatlantiques. Les raisons du malaise. Il y a 30 ans, à cette heure-là, on n'avait pas pris la mesure de ce qui venait de se passer à Tchernobyl, Natacha. Bien sûr, et puis ce matin, alors il y a les unes, le Figaro par exemple, 30 ans après Tchernobyl, quel avenir pour le nucléaire? Mais il y a surtout ces photos illustrant les articles. Des bâtiments gagnés par la végétation, des gravats aux couleurs grises dans lesquels on distingue des lits d'enfants rouillés, des poupées abandonnées, toutes les traces d'une vie brutalement interrompue. Libération nous parle de ce petit village déplacé à l'autre bout de l'Ukraine et dont les habitants vivent en silence la douleur de l'exil et la souffrance de multiples pathologies. Le Figaro nous raconte la colère des liquidateurs peu à peu abandonnés par l'État russe. Et puis il y a ces jeunes gens qui viennent visiter la zone, qui louent pour 5 € un compteur Gégère et pour qui Tchernobyl évoque avant tout Stalker, le jeu vidéo inspiré de la catastrophe, où des braconniers mercenaires s'aventurent dans la zone irradiée et rencontrent des mutants. Déjà l'oubli donc. Nous n'avons pas tiré les leçons de Tchernobyl et Fukushima, nous dit le site Slate. Il évoque le décalage immense entre ces décisions qu'il faut prendre dans la seconde au moment où tout s'écroule et les dizaines de milliers d'années qu'il faudra à la Terre pour digérer la radioactivité. Comment mettre en évidence l'incommensurable écart entre notre vie et la longévité des forces que nous avons mises en branle, s'interroge la journaliste Galia Ackerman. Le nucléaire nous rappelle finalement à notre dimension. Alors il y a beaucoup de Tchernobyl et il y a aussi beaucoup d'Angela Merkel ce matin. Ah oui, elle est partout, parce que quand il s'agit de venir discuter d'un accord commercial avec l'Europe, c'est à sa patronne que s'adresse Barack Obama. Le Parisien nous raconte d'ailleurs à quel point la chancelière allemande assume sans complexe cette position, puisqu'elle s'est payée le luxe, aux grandes dames des agriculteurs français, de lancer devant le président américain un acheté allemand qui sonne pas très collectif quand même. C'est d'autant plus problématique que le journal, dans un autre article, nous rappelle combien la politique de cette visionnaire Angela Merkel, tant vantée par le président américain, laisse des traces en Europe centrale. 35% pour l'extrême droite en Autriche, une poussée qui, nous dit le Parisien, s'explique par la crise des réfugiés qui a déstabilisé les pays sur la route des Balkans. Et puis il y a EO la gauche. Il faut avouer que le nom fait quand même rire tout le monde. Il est des EO qui s'entendent comme des au secours, raille Patrick Appelmuller dans l'Humanité. On le croyait ministre de l'Agriculture, s'amuse Bruno Dive dans Sud-Ouest, et on retrouve Stéphane Le Foll, professeur de médecine, flanqué d'une quinzaine de praticiens de la faculté gouvernementale au chevet du hollandisme moribond. Pour mesurer le caractère inouï et déplacé de la manifestation d'hier soir, nous dit Bruno Dive, il suffit de se poser cette question. Qu'aurait dit la gauche si 15 ou 20 ministres de Nicolas Sarkozy avaient tenu meeting à 1 an de l'élection présidentielle, en semaine et dans la journée, pour soutenir la candidature du président sortant? Mais le Parisien saisit surtout l'occasion pour nous parler des deux absents de cette réunion, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Où est passé Manuel Valls? Se demande le journal, qui nous explique comment le coucou Macron lui a pris son nid. Parce que le briseur de tabou a été contraint de rentrer dans le rang, un plus jeune est venu lui piquer la place. Mais que vaut ce plus jeune? Alors dans le Figaro, le chantre de l'ultralibéralisme décomplexé, Gaspard Koenig, chante ses louanges jusqu'à rêver d'un second tour Le Pen-Macron en 2017. Étatisme contre libéralisme, la vraie alternative, nous explique-t-il. Mais juste au-dessus, Philippe Villain se demande s'il n'y a pas là une incroyable hallucination collective. Quel journaliste, demande-t-il, a interrogé Emmanuel Macron sur son programme? À quel moment a-t-il pesé sur le débat? Les bus Macron, nous dit-il, ne sont qu'un gadget qui achève de plomber la SNCF. Et à part ça, rien. L'énarchie dans toute sa splendeur. Alors Philippe Villain rêve d'une vraie présidentielle gauche-droite. Montebourg ou Valls, ça on ne sait pas, face à Sarkozy, et non une élection vasouillarde entre deux candidats centristes. Il reste 1 an pour les départager. Quand le sport et la médecine se croisent, voire s'entrecroisent. Oui, ça c'est un article passionnant dans La Croix sur les frontières de plus en plus floues entre médecine et dopage. Parce que les progrès scientifiques permettent de remplacer des ligaments croisés par une prothèse plus performante que les ligaments originaux. Alors en viendra-t-on à opérer préventivement des athlètes? Est-ce que cela constituera un dopage mécanique? Et que dire de certaines thérapies géniques qui permettront bientôt d'implanter un ou plusieurs gènes dans des groupes musculaires pour les renforcer? Le sport, dit un médecin, est l'un des laboratoires de
la médecine d'amélioration. Alors bientôt, c'est nous tous qui pourrons nous doper. Allez, allons nous détendre à Las Vegas. Oui, parce qu'il y a quand même certains sportifs qui ont d'autres préoccupations que le dopage mécanique. Le Parisien nous raconte le petit voyage du PSG à Las Vegas et se demande si un aller-retour en 3 jours est bien raisonnable. Very bad trip ou simple bouffée d'oxygène entre copains, se demande le journal. Alors, à voir la photo, tous en slip de bain avec des demoiselles boudinées dans des bikinis lacés, on se dit que cette petite escapade avait peu à voir avec le foot, mais beaucoup avec l'élégance habituelle des footballeurs. Bon, ils sont que 3 du PSG. Il y a Zlatan Ibrahimovic, il y a Pastore, il y a Verratti. Mais vraiment, les slips de bain sont splendides. What happens in Vegas, qui se passe à Vegas, stays in Vegas. À Vegas. On termine avec le Parisien. Oui, le Parisien aussi, mais dans les pages Essonne, cette fois-ci, un article sur les travaux de l'école polytechnique et de l'université Paris-Sud autour de la cuisine du futur. Alors, outre les recherches sur les bulles, qui permettent de concevoir la mousse au chocolat parfaite, on retiendra par exemple le gel d'omelette à faire couler directement dans la poêle parce que, nous dit un chercheur, casser quelques œufs, c'est déjà le bout du monde pour les étudiants. Oui, c'est dur pour eux. Et puis surtout, le mieux, ma préférée, la vinaigrette en tranches qui vous évite, vous savez, la petite goutte vicieuse tombée du sandwich qui vient éclabousser votre chemise. Oui, voilà. Mais donc maintenant, des petites tranches de vinaigrette. On dope les sportifs, la vinaigrette, l'omelette parce que c'est fatigant de casser des œufs et on attend que dans des dizaines de milliers d'années, les conséquences de nos choix s'effacent du côté de Tchernobyl ou Fukushima. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.